qu'on n'a pas regardé. D'accord, merci. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président de cet intéressant travail. C'est vrai que vous n'avez pas traité de ce qui passionnerait la Commission. Pardon, excusez-moi Monsieur le rapporteur général. J'ai juste oublié un détail. Non, il y a un rapporteur. Oui, il y a un rapporteur spécifique à qui je donne la parole. Comme je lui avais demandé de glisser là, du coup, il n'était plus dans mon champ. Je m'excuse, monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, eh bien, écoutez, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de la 4e chambre de la Cour des comptes, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, bon, je tiens à vous remercier pour cette présentation d'un important travail collégial et qui a pu être réalisé sur la base d'une approche méthodologique que je trouve très rigoureuse et vraiment intéressante. Alors ce rapport dont l'impact sur les finances publiques n'a échappé à personne, dont on sait que c'est loin d'avoir été négligeable, ce rapport vient souligner et mettre en lumière donc l'extrême relâchement. Cela a été dit. Comment ? Oui, alors on a un petit souci technique. Il y a quoi ? Non. Ah, ok, d'accord. Merci. Allez-y. Alors je reprends. Après avoir remercié donc Monsieur le Président, je voudrais simplement souligner que ce rapport, dont on a montré l'impact non négligeable, les difficultés qu'on éprouve en matière de finances publiques dans ce contexte très particulier que nous connaissons, ce rapport vient confirmer et mettre en lumière l'extrême relâchement du lien contributif entre collectivités territoriales et citoyens. Un relâchement qui résulte du bouleversement de règles applicables à notre fiscalité locale, une fiscalité ancienne qui a été très souvent critiquée. Et deuxièmement, c'est aussi par rapport à la baisse de l'autonomie des décisions des collectivités, s'agissant de leurs décisions fiscales. Globalement, nous avons une confirmation de ce que nous avions compris. Alors, par rapport à cette moindre territorialisation des recettes locales, chacun pourra ici apprécier la situation créée. Mais je crois que ce travail viendra d'ailleurs opportunément éclairer chacun, à la fois sur le débat sur la décentralisation, le débat sur la fiscalité, le débat sur l'état de nos finances publiques, en fournissant des données objectives et très utiles. Évidemment, on pourrait porter quelques appréciations sur ce débat assez récurrent et tellement ancien. Mais là, ce n'est pas mon propos. Je me permettrai simplement de vous interroger, Monsieur le Président, sur 3 aspects de votre rapport. Tout d'abord, vous proposez 3 pistes d'amélioration du Fonds national de l'attractivité économique des territoires, FNAET. Pourriez-vous nous indiquer quelles pistes vous pourriez privilégier et en détailler les avantages et inconvénients? Pourquoi ne pas avoir, par exemple, formulé ces propositions sous la forme de recommandations officielles de la Cour des comptes? Deuxième question, pouvez-vous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'exclure de votre estimation des hausses d'impôts locaux décidées par les collectivités locales entre l'année 2017 et l'année 2023, les augmentations des impôts facultatifs, je pense à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou à la taxe de séjour. Et troisième question, vous avez à juste titre recommandé l'utilisation de données contemporaines pour la répartition des recettes de compensation. Comment préconiseriez-vous de concilier cet objectif finalement technique de modernisation des bases de répartition et les enjeux politiques que l'on perçoit bien, enjeux liés aux inévitables transferts qu'elle impliquerait entre collectivités, entre ménages et entre entreprises? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, monsieur le député Mandon, pour votre appréciation sur ce rapport et peut-être répondre aux 3 questions que vous posez.
Le premier, c'est le FNAET, le Fonds national pour l'attractivité économique des territoires. Il répond à un objectif qui était de compenser le risque la perte de lien entre l'activité économique et les recettes fiscales. Et donc, l'idée, c'est de favoriser pour les intercommunautés la mise en place de projets de développement économique pour qu'ils en aient un retour financier. Le dispositif est récent. Il date de 2023 et nous soulignons des risques, mais nous ne sommes pas en mesure de les évaluer dans le détail. C'est pour ça que nous ne faisons pas en tant que tel des recommandations aussi claires et aussi précises que nous faisons sur les autres aspects. Au fond, ce que nous disons, c'est qu'il y a un risque effectivement qui ne soit pas suffisant et suffisamment attractif. Donc il y a trois domaines de propositions qu'on évoque, qui d'ailleurs ne sont pas exclusives l'une de l'autre. La première, c'est de dire 147 millions d'euros, c'est peut-être insuffisant. Il y a quoi? Il y a 2000 intercommunalités, 1500 intercommunalités. 147 millions d'euros, c'est pas beaucoup pour avoir un effet effectivement incitatif. Est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter un peu ce montant? Mais si on le fait, ça a comme conséquence qu'on réduit la part fixe de la compensation de la suppression de la CVAE. Donc effectivement, pour les communes qui en bénéficiaient, ça vient pas en plus, ça vient en moins. Donc c'est la première difficulté, mais ça peut être une solution d'augmenter un peu le taux. Le second point, c'est de dire si on veut avoir une politique industrielle digne de ce nom, il faut essayer d'avoir plus d'incitation auprès des entreprises industrielles et du coup faire un peu comme on avait fait pour la CVAE, c'est-à-dire doubler, surpondérer les effectifs dans les entreprises industrielles dans la répartition de ce fonds, ce qui pourrait être tout à fait faisable. Et troisième partie, c'est peut-être distinguer au sein du fonds une sous-part qui est répartie uniquement entre les collectivités, entre intercommunalités et les communes, connaissant également une augmentation de l'emploi. Donc voilà, il y a ces trois propositions. Nous, on souligne des risques. On n'a pas voulu en faire des recommandations fortes, mais il nous paraît important de souligner les risques que ce fonds ne rencontre pas totalement les avantages qu'il est susceptible d'avoir. Sur les autres impôts, on n'a pas décidé de les exclure. C'est le fait on avait du mal à tous les inclure. On a pu le faire sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On évoque l'augmentation du produit sous l'effet d'indexation. Mais en même temps, on n'est pas en mesure de faire le départ entre l'augmentation de la taxe qui est liée à la suppression de la redevance ou l'inverse. Donc c'est un peu compliqué. Et pareil, sur les taxes de séjour, il y a 10 rubriques distinctes dans les collectivités territoriales pour calculer le montant de la taxe de séjour. Donc c'était compliqué de l'analyser dans le détail. On a juste du coup donné une vision globale de l'ensemble du sujet. Sur les données, la répartition en fonction des données contemporaines, on est bien conscient que ça ne peut pas se faire en un jour. D'abord, il faut savoir quelles sont les bonnes données contemporaines. On estime que la population est une donnée majeure pour savoir quels sont les services que doit rendre la commune. On estime que le territoire, mesuré soit en superficie, soit en densité, soit en longueur de la voirie, est aussi un élément essentiel pour définir les besoins. On estime aussi qu'il y a des besoins qui sont vraiment différents pour les villes-centres, les bourgs-centres et pour les petites collectivités. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut que ceci soit actualisé en permanence et pas répartir les ressources en fonction de données anciennes. En même temps, on sait très bien que ça ne peut se faire que sur le moyen et long terme. Donc il faut engager un mouvement, le poursuivre le plus longtemps possible, mais on ne peut pas, et d'ailleurs ça serait inconstitutionnel, que de priver les communes de ressources qu'elles avaient de manière significative pour engager cette révision. Donc il faut faire nécessairement progressivement. Voilà les trois points que je peux apporter en réponse à vos questions. Merci. Là, cette fois-ci, la parole au rapporteur.